les TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler d'un lien étroit entre santé physique et santé psychologique. On va aussi vous inviter à voir une exposition de Noël qui s'en vient à Chelsea. On va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui est avec nous. Avec elle, on va découvrir les bienfaits d'une méthode mieux vivre danoise. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à vous partager et je vais tout de suite commencer à vous inviter à vous connecter le lundi qui s'en vient, le lundi 25 novembre, à partir de 11h pour l'émission. Vous avez l'habitude de la voir, oui, mais cette fois-ci, on ne sera pas en studio. On va être dans les locaux du journal Le Droit avec des représentants de ce journal-là qui est plus que centenaire. On va discuter avec eux de leurs différents défis et bien évidemment de qu'est-ce qui s'en vient pour eux de leur côté. Donc, c'est une émission spéciale à ne pas manquer. C'est à partir de ce lundi, donc 11h. Elle sera bien évidemment rediffusée, mais je vous invite à vous connecter à partir de 11h sur le Cap 23 ou même sur Facebook et puis vous allez pouvoir suivre cette émission-là. Si vous cherchez des activités à faire pour ce week-end, je vais vous inviter à aller au www.beauxarts.ca, c'est-à-dire au Musée des Beaux-Arts, pour voir l'exposition Abada-Kone. J'espère que je le dis bien. En tout cas, c'est une exposition d'art contemporain et elle regroupe plus de 40 artistes. Je vais dire ça, plus de 40 artistes du monde entier. C'est pas des artistes qui ont fait juste des toiles que vous allez regarder, mais c'est des artistes qui ont touché un peu à tout. C'est assez unique comme exposition. Je pense que j'irai la voir demain. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai eu des tickets pour aller les voir. Donc, si vous cherchez à faire quelque chose pour ce week-end, je vous invite à voir cette conférence. Et il y a plein d'activités qui entourent cette conférence-là. Parmi elles, des conférences, de cette exposition, parmi elles, des conférences. Donc, il y aura des conférences à chaque mercredi jusqu'à la fin de l'exposition. Elle s'étend jusqu'en mars 2020. Donc, vous avez la chance de rencontrer des professionnels qui ont travaillé sur cette exposition-là à chaque mercredi jusqu'en mars 2020. Il y a des visites guidées, des visites éclairs, comme il appelle. Donc, vous allez vous poser devant une œuvre et puis vous allez en parler avec un spécialiste pendant 10-15 minutes. Vous aurez l'occasion de poser vos questions si vous êtes intéressé. Et il y a plein d'autres activités que je n'ai pas pu malheureusement mentionner. Et si vous êtes intéressé, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Et puis il ne faudrait pas oublier que le musée des Beaux-Arts est ouvert gratuitement au public les jeudis. Donc si vous n'avez pas pu ce week-end, que vous avez du temps jeudi, en plus c'est gratuit, je vous invite à visiter le www.beauxarts.ca pour plus de renseignements et aller directement au musée des Beaux-Arts. Il y a 2 jours, je ne me trompe pas, le théâtre Arobase étaient avec nous ici. Ils nous ont parlé de leurs 15 ans d'existence. En fait, ils célèbrent en grande pompe leurs 15 ans d'existence. Et pour l'occasion, ils ont choisi parmi, je pense qu'ils ont fait plus d'une centaine de pièces. Ils ont choisi seulement 4, des pièces qui ont marqué leurs 15 années. Elles vous seront présentées, ça a commencé hier jeudi, et ça s'étend jusqu'à dimanche. Mais pour avoir accès à ces pièces-là ou à voir ces spectacles, il faudrait que vous visitiez le www.aro.retraiteaction.ca pour avoir leur horaire, parce que je sais que ça se remplit vite. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont suggéré, c'est de vous demander de visiter d'abord le site web et de ne pas se présenter. C'est possible qu'il y ait des tickets, mais c'est préférable de visiter le site web pour vous prendre vos billets directement là-bas sur le site web. Donc, c'est une bonne occasion de les soutenir. Donc, pourquoi pas visiter une fois de plus www.aro.retraiteaction.ca pour avoir votre billet pour les soutenir, comme j'ai mentionné tantôt. On a parlé, je pense, avant-hier aussi, de la sortie d'un numéro spécial du Chaînon. Et ce numéro-là, il est vraiment consacré à 25 personnalités qui ont marqué la francophonie. Je parle entre autres de Rona Kaza, Amanda Simard et plein d'autres personnalités encore. Donc, c'est un numéro spécial, comme je l'ai mentionné tantôt. Il sera seulement accessible à partir du 28 novembre, mais c'est une belle occasion de pouvoir les soutenir là-bas, de vous abonner en même temps. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce numéro qui sera lancé le 28 à Castleman, donc pour ceux qui ne pourront pas, c'est possible de l'avoir sur le site web. Vous allez l'avoir chez vous directement à la maison. Vous pouvez visiter www.mais-racine.ca pour vous abonner, pour pouvoir les soutenir et pourquoi pas pour avoir ce document qui n'est pas juste
une revue qui n'est pas juste un livre, mais c'est quelque chose que vous pouvez garder dans votre bibliothèque parce que vous serez informé sur tout ce qui a bougé dans la francophonie depuis très, très, très longtemps. Alors là, je vais vous parler d'une conférence. La conférence s'intitule « J'ai une maladie physique, pourquoi m'envoyer voir un psychologue ?» C'est une conférence qui vous est offerte au grand public et gratuitement à l'hôpital Montfort. Et pour en discuter, j'ai la chance de recevoir un docteur qui est psychologue, puis qui est aussi chercheur à l'Institut du savoir Montfort. On va en parler avec lui après la pause. Parlant aussi, je pense à ça directement, là, il y a possibilité de commencer à préparer les cadeaux de Noël. Les magasins commencent à se remplir de cadeaux. On a reçu hier un monsieur des éditions Gladius, et lui, il propose de multiples jeux, donc vous pouvez visiter le www.gladius.ca pour avoir accès à ces jeux et faire préparer vos cadeaux. On se voit après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Cette semaine, à Nathan parle, Anne Donovan, de retour de son voyage à Londres, nous parle de ses trouvailles et François Thibault nous propose du kimchi. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais j'ai une maladie physique. Pourquoi m'envoyer voir un psychologue? C'est le thème d'une conférence qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort, à l'hôpital Montfort. Et pour en parler, j'ai Dr Jean Grenier, qui est psychologue clinicien. Il est aussi chercheur. Il est aussi professeur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je manque? Non, ça va. Ça va pour l'instant? OK, d'accord. Juste une question de base pour moi, parce que je vais essayer de voir quel travail que vous faites dans le fond. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui est souvent posée par la majorité des gens. À la base, c'est deux formations qui sont différentes, dans le sens que le psychiatre va étudier en médecine. Okay. Donc, il fait sa formation de base en médecine et ensuite poursuit avec une spécialité en psychiatrie. Okay. Et le psychologue va faire une formation de base en psychologie et va poursuivre avec un doctorat en psychologie. Ah, OK. OK, donc on parle d'un doctorat en médecine et un doctorat en psychologie de l'autre côté. Donc les deux sont intéressés à la santé. Maintenant, peut-être certaines différences au niveau de la manière de travailler, c'est que en psychiatrie, on va peut-être mettre un petit peu plus l'accent sur la gestion médicamenteuse, donc les traitements pharmacologiques, tandis qu'en psychologie, l'accent est beaucoup plus sur les traitements psychologiques et comportementaux. Parce que c'est ça que j'avais vu quand j'essayais de faire des recherches sur cette question-là, c'est que je pense que le psychologue, il n'est pas habilité à faire comme une prescription. La prescription, non. Okay. Pas pour l'instant, disons. OK, pas pour l'instant. Oui. Donc peut-être que ça s'en vient. Là. Mais il y a des travaux qui se font pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être étendu dans la pratique. D'accord. Alors, en tant que psychologue clinicien, parce que c'est un autre titre qui accompagne votre titre de psychologue, c'est quoi votre travail? Mon travail a différents aspects, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est une profession extrêmement intéressante et stimulante. D'une part, on est formé pour être clinicien.
Donc, de rencontrer des gens, de voir des clients, de voir des patients, d'offrir des services de psychothérapie, de faire des évaluations psychologiques, d'élaborer des plans de traitement. Et on travaille de manière très collaborative avec la clientèle, avec les patients. D'un autre côté, on travaille aussi comme consultant. Donc, on agit comme consultant auprès d'autres professionnels de la santé en matière de psychologie et de modification comportementale. Et on est ici, comme je disais, formé pour faire de la recherche. Donc, on va faire de la recherche, souvent de la recherche appliquée, surtout dans les hôpitaux. Recherche appliquée voulant dire qu'on met sur pied, par exemple, des traitements et on en vérifie l'efficacité. Avec des patients qui sont... Oui, absolument. Puis vous parlez de recherche, mais parce que vous êtes aussi chercheur, dans le fond, à l'Institut du Savoir Montfort. Et de ce que j'ai cru entendre, ça fait plus de 15 ans que vous avez carrément... vous avez apporté un plus au service de psychologie. C'est quoi ce plus? C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à l'hôpital Montfort, au début des années 2000, j'étais dans un poste qui relevait du Consortium national de formation en santé que vous connaissez. C'est un partenariat tripartite entre l'hôpital Montfort, le consortium et l'école de psychologie de l'Université d'Ottawa. Et un de mes mandats à ce moment-là était de monter des opportunités de formation pour les étudiants au doctorat en psychologie. Pour avoir des résidents, en fait. Exactement, exactement. Et une des choses que j'ai proposées à l'hôpital, puis on a eu énormément de support avec ça, c'était de monter un service de psychologie de la santé. Parce qu'il n'y en avait pas en son temps? Il n'y en avait pas à ce moment-là. Tel. Donc, c'était une nouveauté qui a été très bien acceptée et appuyée là, par l'hôpital. Puis depuis ce temps-là, on continue à accueillir des étudiants au doctorat. D'accord. Le service de psychologie de l'hôpital Montfort, est-ce que c'est quoi ce que vous offrez comme service? Déjà pour commencer. Au niveau de la psychologie de la santé comme telle, on travaille avec les gens qui sont aux prises avec des difficultés psychologiques en lien avec une maladie chronique. Ça, c'est un volet parce qu'il y en a qui ont des problèmes. Oui, il y a un volet aussi à l'hôpital où on s'adresse aux problèmes de santé mentale qui sont plutôt sévères. Et en psychologie de la santé, notre focus, disons, c'est surtout les difficultés psychologiques en lien avec des maladies chroniques. Donc, un exemple de ça, quelqu'un qui développe de la douleur chronique. Et ça change une vie. Vivre avec de la douleur chronique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Lorsqu'on vit avec de la douleur chronique, ça peut nous rendre plus vulnérables à de la dépression, de la tristesse, etc. Donc, on aide les gens à transiger avec ceci. D'accord. Vous aidez les gens de ce que je comprends. Vous les aidez à mieux gérer tout ce qui est stress, tout ce qui est tristesse, dans le fond. Mais ça se fait de quelle manière? Il y a différentes approches, il y a différents traitements. On va travailler sur, par exemple, la façon de penser, la façon d'entrevoir notre expérience. C'est un long processus. On va travailler beaucoup avec les émotions. On va travailler avec les comportements. Donc, parfois, puis on est tous susceptibles, je dis, ça fait partie de la vie. Parfois, on développe certains comportements qui nous ont très bien servi pendant une bonne portion de notre vie. Mais il est temps de les lâcher. Exact. À un moment donné, peut-être que c'est un comportement ou une façon, un style de vie ou une manière d'être qui n'est plus autant serviable qu'avant et qui mériterait peut-être d'être mise à jour, disons. Puis moi, je suis juste curieuse de savoir quelle est l'approche. Vous parlez des services que vous offrez, puisque vous avez des résidents à charge, en fait, des résidents qui sont seuls, qui viennent du doctorat, qui font du doctorat. OK. On a des résidents de l'Université d'Ottawa et de l'Université du Québec en Outaouais. En Outaouais, OK. Donc, c'est ces deux universités-là qui travaillent avec vous à l'hôpital Montfort au service de psychologie. Quand vous les recevez, est-ce qu'il y a un appui, comme un suivi, ou vous les laissez aller? Parce que quand même, arrivés au doctorat, ils ont une certaine expérience. Oui. Et l'expérience est variée. Donc, on peut être au début du doctorat, puis on peut être à la fin du doctorat. Donc, c'est naturel que tous ces gens-là doivent recevoir une supervision qui est assez serrée. Donc, on se rencontre à toutes les semaines. Des fois plusieurs fois par semaine, pour parler justement du processus. Des différents cas, peut-être? Oui, des différents cas.
de l'évaluation, de comment on comprend la personne avec qui on travaille, puis on va identifier des objectifs avec lesquels on va travailler. Et on est responsable en tant que psychologue, lorsqu'on supervise des étudiants, on est responsable légalement, éthiquement parlant, là, des services qui sont offerts. Et même responsable d'eux aussi, parce que à force de côtoyer des gens qui sont emprunts à des troubles, on peut nous-mêmes être affectés. Oui, absolument. Fait qu'eux aussi, ils ont un suivi. Bien, c'est des choses qui peuvent définitivement être discutées en supervision. Et tout ça, puis c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça fait partie... vous savez, en tant que psychologue, superviseur, puis on est responsable de former la relève. La relève, oui, exactement. Donc, en supervision, il y a la question de superviser ce qui est technique, en termes des méthodes psychothérapeutiques qui sont appliquées. Mais ce qui chapeaute le tout, c'est d'adresser vraiment la formation de la personne, du professionnel, et de voir au développement de l'identité professionnelle. Donc ça, c'est une grosse part de responsabilité aussi qu'on a en tant que superviseur. Parce que ça me fait tout de suite penser à l'expression qui dit « on ne donne que ce qu'on a ». Parce que si on n'est pas en bonne condition, je ne suis pas sûre qu'on sera habilité à chapeauter des gens. Tout à fait. Puis vous avez une très, très belle conférence qui s'en vient mercredi. Puis je vais vous garder avec moi parce qu'on va avoir plus de détails après la pause. D'accord. Alors, juste après la pause, quand on revient, on va parler de cette conférence qui s'en vient, ouverte au grand public à l'hôpital Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon bonbon. Surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous décider les os, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras. J'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On peut commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va vraiment parler maintenant de la conférence qui s'en vient à l'hôpital Montfort ce mercredi. Et puis, le thème, c'est « Mais j'ai une maladie physique, pourquoi m'envoyer voir un psychologue ?» Donc, certainement, vous voulez évoquer le fait qu'il y a un lien étroit entre santé physique et psychologique. Oui. Donc, effectivement, des fois, certaines personnes vont trouver ça un petit peu bizarre que... J'ai trouvé ça bizarre, je l'avoue. Au début, j'étais comme, OK. qu'on réfère à un psychologue dans le contexte d'une maladie physique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la psychologie, traditionnellement, a toujours été associée à la santé mentale comme telle, et c'est toujours le cas. Mais depuis les années 50, 60, 70, la psychologie a vraiment reconnu, puis la médecine d'ailleurs a beaucoup reconnu, qu'il y a un lien entre la psyché, le psychologique et différents comportements qui ont une incidence, qui ont un impact sur la santé en tant que telle. Donc, depuis ce temps-là, la psychologie a aussi ouvert tout un domaine
d'expertise qui s'appelle la psychologie de la santé. OK. Et la psychologie de la santé s'intéresse vraiment à l'interaction entre... en fait, c'est un domaine qui se fonde sur l'approche biopsychosociale. Comme en médecine d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on voit la santé et aussi le développement de maladies comme étant une interaction entre des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. Donc, on a tous une certaine vulnérabilité à développer certaines maladies. Et ceci n'est pas dans un silo, mais ça interagit avec le côté psychologique, c'est-à-dire notre manière de voir les choses, nos états psychologiques, notre humeur, etc. Et aussi, on vit dans un contexte social, interpersonnel, la famille, les amis, le travail, la société, la culture, etc. On voit l'affiche de la conférence qui est juste à l'écran et j'ai trouvé ça drôle, ce petit paragraphe qui disait en fait que la santé physique et la santé psychologique, c'était des voisins qui vivaient pas sur 2 rues différentes, mais qui cohabitaient ensemble. Ouais. OK, je vais avoir des explications avec le docteur. Alors, effectivement, on peut parler il y a vraiment un lien, comme on disait, entre la santé psychologique et physique. Et ce lien-là est bidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que lorsque on vit, par exemple, on est dans un état psychologique prolongé de détresse, d'anxiété, de dépression, etc. Ça nous rend plus vulnérables à la longue à développer certaines maladies. Par exemple, on sait que les gens qui ont une dépression vont être plus vulnérables à développer du diabète. Oui. Et vice-versa. L'anxiété, je pense à l'ulcère, parce que c'est ça qu'on dit dans la société. Quand tu as trop d'anxiété et tout ça, tu peux développer de l'ulcère. Ça affecte le corps. Ça affecte le corps de différentes manières. Et lorsqu'on développe une maladie X, ça nous rend aussi plus vulnérables à développer de la dépression ou de l'anxiété. Je peux peut-être prendre l'exemple des maladies du cœur. Lorsque quelqu'un a vécu un infarctus, donc une crise cardiaque, on sait que cette personne-là va être plus vulnérable dans les mois, dans l'année suivant la crise cardiaque. Surtout s'il y a eu des séquelles. Exactement. Donc, la personne va être plus vulnérable à développer de la dépression, de l'anxiété. Et une incidence qu'on oublie souvent, c'est le stress post-traumatique. Parce que vivre une crise cardiaque peut être assez traumatisant. Et il y a jusqu'à 20 quelques pourcents des gens qui souffrent d'une crise cardiaque qui vont développer des symptômes de stress post-traumatique par la suite. Et lorsque ça arrive, ça a un impact sur la maladie comme telle. Donc, il peut y avoir exacerbation et les risques augmentent. Donc, on se rend compte que ce n'est pas seulement des gens qui sont dans des situations compliquées, comme par exemple qui sont sur le pied de guerre, qui peuvent avoir des troubles post-traumatiques. Non. Et on parle des mêmes symptômes. J'avais jamais pensé pour quelqu'un qui vit un infarctus, je me dis, OK, s'il sort de là, il est juste comme, oh oui, j'ai une grâce inouïe de revivre, de pouvoir vivre, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas et en fait, tu sais, vous parlez des soldats qui reviennent de la guerre avec toutes sortes de symptômes de revivivance, etc. Mais c'est la même chose qui peut se passer dans le contexte d'une maladie chronique, c'est-à-dire que lorsqu'on vit un événement traumatisant, peu importe l'événement traumatisant. Ça reste un événement traumatisant. Ça reste un événement traumatisant, puis surtout lorsque on a cru mourir ou on a vécu une atteinte à notre intégrité physique ou psychologique, c'est vraiment un choc. Et différentes personnes vont réagir différemment. Mais il peut y avoir par la suite des symptômes de revivivance. Donc, je revis constamment l'événement. Et ce qui est intéressant au niveau du stress post-traumatique, c'est que on essaie, c'est tellement déplaisant de se souvenir de l'événement qu'une des choses qui est tout à fait naturelle de faire, c'est d'essayer d'éviter d'y penser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour la personne? Ça nous ronge, en fait, parce qu'on n'arrive pas à faire face à qu'est-ce qui s'est passé. On veut juste oublier. Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui vit avec la maladie cardiaque? Bien, prendre ses médicaments, aller au rendez-vous, suivre les traitements, tout ça, ça devient des stimuli qui rappellent l'événement traumatisant. Mais on ne veut pas faire ça, on veut l'oublier. Donc, vous pouvez voir
ça peut apporter toutes sortes de complications au niveau de l'adhérence au traitement, par exemple, qui, en bout de ligne, contribue à potentiellement exacerber la situation. Peu importe le choc qu'une personne reçoit, que ce soit médical ou pas, ce serait bien de poser la question juste après ce choc-là, comment tu vas? Parce que là, on ne le fait pas très souvent. Oui. J'adore que le service psychologique soit inséré à Montfort parce que je me dis, mais d'une manière toute innocente, que quand vous avez un cas de même, par exemple, quelqu'un qui a vécu un infarctus, vous êtes quand même les premiers après les médecins et tout, les spécialistes à venir appuyer cette personne-là. C'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire que les gens sont référés. S'ils sont identifiés comme ayant un besoin comme tel, ils sont référés. Puis, on tente aussi davantage de vraiment faire partie de l'équipe de soins, de l'équipe professionnelle. Puis, de nos jours, partout dans le système de soins de santé, puis c'est la même chose à Montfort, on va vraiment vers un concept de soins qui est basé sur les équipes. Et toutes les sphères aussi, parce que vous touchez un peu à tout. Oui, il y a le médical, mais il y a aussi le côté émotionnel et tout ça. Et chaque professionnel de la santé est vraiment important pour apporter sa propre contribution, sa propre expertise. Je suis juste curieuse de savoir si vous avez travaillé avec... vous avez vu des progrès chez un patient. Oui, absolument, absolument. La notion de s'habituer à vivre avec la maladie chronique, l'acceptation comme telle, puis la question qu'on peut se poser, mais ça veut dire... Parce que souvent, les gens vont dire à des membres de la famille ou à des amis, ben il faut que tu l'acceptes. C'est ça, il faut que tu acceptes la maladie. Mais ça veut dire quoi, ça? Accepter la maladie. Est-ce que ça veut dire qu'on va atteindre un niveau d'acceptation qui est tel qu'on n'y pense plus, que ça nous fait plus rien, ça nous rend plus triste? Pas nécessairement. C'est pas... L'acceptation de quelque chose n'est pas une finalité en soi, où est-ce qu'on a notre diplôme d'acceptation puis c'est fini. C'est un processus qui prend du temps. Et je dirais aussi que c'est un processus qui, en principe, est circulaire, qui n'a pas de fin comme tel. Donc, c'est tout à fait normal, même lorsqu'on accepte quelque chose, qu'il y a des moments où on se sent triste, qu'il y a des moments où on a de la colère, qu'il y a des moments où on espérait ne pas avoir cette condition. Ça sera votre mot de fin, et puis je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Oui. C'est bon d'avoir du soutien de la famille, des amis et tout, c'est super important, dépendamment de l'approche qu'ils ont, mais ce serait préférable de consulter un spécialiste. En fait, les deux sont importants. Chacun a sa contribution. Et un élément, puis c'est un élément très important que vous soulevez là, la puissance des relations interpersonnelles. Parfois, ça peut être une source de stress. Mais on sait maintenant par la recherche que le support émotionnel, se sentir aimé, se sentir respecté, se sentir apprécié, se sentir compris, ça a un effet protecteur sur la santé. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Puis c'est quelque chose que vous allez comme déballer et puis aborder pendant un grand moment à l'hôpital Montfort. Et puis moi, merci beaucoup. J'ai adoré notre discussion. C'était tellement calme et puis c'était plus compréhensible pour moi. Puis j'espère que le monde aussi qui nous a suivis, ils ont compris assez de choses. Mais il y aura plus d'informations à vous donner le mercredi qui s'en vient, donc le mercredi 27 à l'hôpital Montfort. Donc pour vous, c'est ouvert au grand public, c'est gratuit. Mais pour vous inscrire, il faut y aller les entretiens montfort.eventbrite.ca. Je vais le rappeler en fin d'émission pour pouvoir vous inscrire et pouvoir rencontrer Dr Jean Grenier. Après la pause, on va parler d'une exposition de Noël qui s'en vient à Chelsea. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
5 sous, argent reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Noël s'en vient, il y a plein d'activités. Et puis, pour l'occasion, là, je vais découvrir une exposition qui s'en vient à Chelsea avec la galerie Fab, c'est bien ça. Puis, c'est une galerie qui existe depuis un bout de temps, hein, quand même. Oui, c'est bien ça. C'est grâce à un grand groupe de citoyens qui a décidé de garder l'édifice qui est l'ancien presbytère de la paroisse et parce que c'était être pour démolition en 2010. Alors en 2012, les portes se sont réouvertes grâce à ces grand nombre de citoyens qui ont mis des heures incroyables pour rénover l'édifice. Et c'est maintenant une super, vraiment, c'est un super endroit culturel pour les artistes, oui, puis les artisanats. Et puis, c'est pour les artistes, comme vous avez mentionné, parce que c'est une galerie. Oui. Donc, il y a des artistes qui font un peu de tout. Hein. Oui, c'est ça. Et des artisanats et des artistes. Et puis, c'est une coopérative. Okay. Alors, nous sommes environ 300 membres, en effet. Et puis, il y a une boutique, la galerie, et aussi des 9 studios d'artistes présentement qui sont ouverts au public. Fait qu'on peut venir là-bas et puis... Et puis souvent, comme il y a un sculpteur, alors Sylvain, il est en train de travailler. Puis on peut aller voir qu'est-ce qu'il fait. Oui, oui, oui. Et puis ceux qui font la peinture, il y a quelqu'un qui fait de l'écriture, la photographie. Alors c'est super. C'est un vrai endroit. Les gens viennent et puis ensuite ils partent et puis ils sont inspirés. Oui, j'ai vu des notes par exemple sur votre site web, c'était comme un endroit magnifique à découvrir. J'ai dit OK, ça je connaissais pas. Il y a de très bons retours sur ça parce que comme vous avez mentionné, c'est un peu de tout. On va pas seulement dans un type d'art, on visite un peu tout. Oui, c'est ça. Et puis là, vous avez combien d'artistes à date qui travaillent avec vous? Pour l'exposition de Noël, il y a environ 30 artistes qui ont leur œuvre en vente pour Noël, pour les gens de venir faire leur commission de Noël. Puis quand on parle d'artistes, là, c'est quel genre d'artistes? On a des peintres, On a des peintres, des photographes, l'acrylique, l'huile, la sculpture. Il y a une dame qui travaille avec des vieux cravates et elle fait des chapeaux magnifiques, des sacoches, toutes sortes de belles... c'est magnifique. Oui. Je suis juste curieuse. Est-ce que ça vient aussi de la galerie, ce que vous portez? Oui. Oh, c'est tellement beau, le collier bleu. Merci, c'est moi qui l'ai fait. OK, parce que vous êtes artiste, ça que vous m'avez caché. Oui, un petit peu. Oui. Ça, c'est ma collection Ciel d'eau. C'est le verre fusionné. Alors, je suis juste une des artistes qui fait le bénévole aussi pour garder la galerie, la boutique et toutes les studios ouvertes aux gens. Comment vous le travaillez, ça, le verre fusionné? Le verre fusionné, c'est... on coupe le verre. C'est comme si, tu peux penser un petit peu quand tu étais enfant et que tu faisais la construction et que tu coupes les papiers puis tu le colles. C'est la même chose, mais ça va dans un four qui, pour moi... Qui est chauffé à combien? Qui est chauffé à 450 degrés. C'est dans le four pour environ 18 à 24 heures. OK. Ça monte. Sinon, ça va fracturer. Alors, c'est ça. On peut faire des choses pas mal spéciales. Puis ça vous a pris combien de temps, cette petite perle-là? J'en ai fait comme toute une collection. Quelques jours. Parce que j'ai fait un petit peu de peinture avant et puis il faut couper tous les petits morceaux très
parfaitement. Puis ensuite, il faut mettre comme un capuchon en plus. Oui, merci. Est-ce que vous serez l'une des exposantes pour le... Oui, je suis volontaire à la boutique et aussi, c'est ça. Alors, mes œuvres sont Donc, ça fait aussi. déjà une belle idée cadeau là, pour les messieurs, pour offrir aux madames. Ouais. Oui, il y a des cadeaux de 20 $ jusqu'à 800 $. Il y a toute une gamme pour les gens qui viennent à Chelsea. C'est un endroit qui est super parce que si vous connaissez Chelsea, quand le monde descend la rue au Chelsea, c'est ça. Ça peut être difficile de trouver le stationnement. Alors, juste en face de la FAP, il y a un grand stationnement public où les gens peuvent aller stationner, venir visiter, faire leur achat, ramener leur achat à leur hôtel et puis ensuite ils peuvent descendre, faire leur randonnée pour le reste de Chelsea. Extraordinaire. Ce qui est bon à signaler, c'est que vous le faites, cette exposition-là, au moment où le village même, le coin, il est en fête à Chelsea. Oui. Ça tombe bien. C'est ça. Notre exposition, le vernissage pour l'exposition est ce samedi. OK, donc, OK. OK, ce samedi de 14h à 18h. C'est ça, 18h. Et puis aussi, ça déroule jusqu'au 29 décembre. Mais ce qui est super cool, c'est que le 1er décembre, c'est l'allumage du gros sapin de Noël. Ouais. Et puis, Chelsea est en fête le 1er décembre. Alors, on vous dit de venir stationner. C'est un bon week-end à passer là-bas, hein? Oui, c'est ça. Pour les enfants, le Père Noël va venir. Ils vont allumer des chandelles. C'est vraiment, c'est super. Puis ces 30 artistes-là qui travaillent avec vous, oui, c'est toutes les œuvres qui seront faites pour vendre? Oui. OK, donc Oui. c'est bon. Oui. Toutes les œuvres seront en vente. Puis comme j'ai dit, c'est de 20 $ à 800 $. Il y en a pour tous les goûts. Bien, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Oui. Est-ce qu'il y a un site web, par exemple, si des gens veulent vous rejoindre? Parce que j'adore l'idée de la salle pour faire les dessins. Je crois que le site web, c'est... www.culturechelsea.ca? Oui. Donc, si on veut vous contacter, avoir plus d'informations, c'est juste le site web qu'on doit visiter. Oui, c'est ça. Les heures d'ouverture, normalement, sont... on est fermé mardi et lundi. On est fermé. Mercredi, jeudi, vendredi, de midi à 6 heures. À 6 heures le soir, oui, c'est ça. Et pour l'exposition, est-ce qu'il y a une ouverture comme... Ça sera aussi de midi ou un peu plus tôt? Non, c'est ouvert à midi, mais le vernissage, c'est de 14 heures. De 14h à 18h. Alors, merci beaucoup et puis bonne chance pour cette exposition. Merci. Pourquoi ne pas revenir nous parler de votre collection? Pourquoi pas? On va en parler peut-être pendant la petite pause. OK. Alors, vous, à la maison, je vous offre à voyager, à aller à Chelsea tout de suite à côté, là. Et puis, c'est pour un bon week-end que vous allez passer en famille. Le Père Noël sera là pour vos tout-petits. Et puis, vous allez avoir l'occasion de voir l'exposition de Noël qui s'en vient à la FAP. Pour plus d'informations, www.culturechelsea.ca. Après la pause, on va découvrir une méthode de mieux vivre danoise avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ouvert 24 heures. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing, killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider?
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir le Hug. C'est ça? Hug. Oui, Hug. c'est presque ça. Ils disent que ça se prononce Huga. Huga, OK. Mais avec un petit accent danois, Huga. Mon Dieu. Puis toi, tu as voyagé, hein, Sylvie. Donc là, je suis sûre que oui, tu peux le dire correctement. Tu voyages partout, mon Dieu. C'est vrai. Et je me fais un plaisir d'apprendre la langue quand je vais dans des pays différents. Et donc, je reviens du Japon. J'étais au Japon Oui. Et j'ai un vocabulaire de presque 15 mots maintenant en japonais. Bravo. Oui. Puis comment on dit bonjour ou comment tu vas ou je sais pas? Konnichiwa. C'est l'après-midi. OK. Konnichiwa. Wow. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu, c'est le matin. D'accord. Oui. Puis moi, je connais juste une seule affaire en chinois, là, mais c'est pas beaucoup, juste 2-3 trucs. OK. Mais on va laisser ça pour l'instant. On va repartir pour parler de cette méthode mieux vivre dont tu veux nous parler. Ben oui, et comme à chaque année, j'ai comme une espèce de thème. L'année dernière, on parlait du moment présent. Et d'ailleurs, le moment présent, c'est une partie de cette coutume-là qui s'appelle le Huga. C'est ça que ça m'a fait réfléchir. Oui. Quand j'ai vu ça, je dis, mais tu nous as enseigné la saison précédente comme plusieurs fois sur le moment présent et c'est extraordinaire, là. Alors, ce livre-là, le livre du Huga, écrit par, attends une minute, son nom c'est Make Viking, mais je le prononce pas bien, c'est peut-être Viking, je sais pas trop, qui vient du Danemark. Et c'est le président de l'Institut de recherche du bonheur à Copenhague. Alors ça, c'est un autre de mes sujets fétiches. Hein? J'aime beaucoup parler du bonheur, de la psychologie positive. Et donc, au moment où il a écrit ce livre-là, en 2016, le Danemark était numéro 1 dans le classement mondial du bonheur. Oui. Et, est-ce que tu es curieuse de savoir plus récemment? Non. Non. Ben, en 2018. Alors, le Danemark est rendu numéro 3, mais la Norvège et la Finlande sont 2 et 1, respectivement. Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Je sais pas ce qui a changé. Ce qui se maintient selon... ça a été lancé, cette initiative-là, le classement mondial du bonheur. OK. 156 pays sont évalués et ça a été lancé par les Nations unies en 2012. D'accord. Parce que justement, on s'intéresse sur justement comment on crée une société. Hein, et d'ailleurs, ton invité, le psychologue, qui parlait du lien entre le social, le physique et la santé mentale. Alors, de plus en plus, on reconnaît que si on est bien dans notre peau, si on est heureux, la société en bénéficie et vice-versa. Et vice-versa, c'est tellement vrai. Et donc, en 2012, ils se sont intéressés à ça. Ils ont lancé le classement. Donc, en 2016, quand le livre a été écrit, Danemark était numéro 1. Là, il est au numéro 3. Mais c'est quand même Finlande, Norvège et Danemark, tous des pays scandinaves. Oui, oui, oui. Le Canada, numéro 7. Mais au moins, on est dans le top 10. On est dans le top 10. On est heureux ici. Je me suis intéressée, les États-Unis, 18, la Chine, 86. Quoi? Oui, numéro 86. France, seulement 23. Alors, on est vraiment, là, tu sais, le Canada dans le top 10. Puis, dans les top 3 que tu m'as mentionné, c'est tous des pays super froids, là, en fait. Exactement. Là, et c'est le parallèle. L'auteur en parle. Il dit que le Canada est un peu cousin des pays scandinaves. On est vraiment cousins. Et d'ailleurs, ils ont ce mouvement-là ou cette tradition-là vient un petit peu pallier à la noirceur et même peut-être les émotions plus basses, plus noires ouais. qu'on vit en hiver. l'hiver, ouais, c'est tellement ça. vrai, ouais. Puis c'est tellement intéressant qu'est-ce que tu dis là parce que le Hug, oui, en fait, il y a tellement d'aspects en fait qui sont présentés dedans. Puis ça me fait me conforter dans la position où est-ce que tu dis que ils étaient les gens de Danemark là, ils étaient quand même dans le top 1 déjà. Oui. Puis maintenant ils sont rendus au top 3, mais au moins ça a commencé par le top 1, tout simplement parce qu'ils ont décidé de vivre comme ça. Oui. Puis c'était un best-seller cette histoire là. Moi, avant que tu m'en parles, je connaissais pas. Puis là, je fais des recherches et puis c'est partout. Oui, il a été publié, je pense, en danois, puis ensuite en anglais assez rapidement. Et la version française existe depuis quelques années. Wow, c'est intéressant ça. Alors, c'est quelque chose qui m'intriguait parce que, ma fille a travaillé longtemps à Indigo et j'allais souvent la voir et voir les livres qui, dans le fond, est un petit peu de mon Huga. OK, Huga. Parfait. Les livres. Et donc, Huga, c'est quoi? C'est vraiment un moment de pause. C'est essentiellement ça. C'est un moment de pause. C'est un moment où on s'entoure de choses qui nous font du bien. Juste ça. Juste ça. OK. Ça se définit autrement pour différentes personnes et le livre est fascinant parce que 85% des Danois associent les bougies à cette tradition-là de Huga. OK, c'est que je suis danoise, moi, j'adore les bougies. Oui, alors moi aussi. Alors, ils font une fortune. D'ailleurs, j'avais des chiffres intéressants. Laisse-moi voir, je peux trouver. OK. Au niveau des bougies,
Attends une minute. La consommation. Les plus grands consommateurs de bougies, 6 kg par année. Donc, en Europe, ils sont les plus grands consommateurs. Sérieusement? Oui. OK, d'accord. Oui, j'aime les bougies, mais pas Mais ce ce qui point-là. surpasse les bougies dans le mouvement EGA, C'est quoi? c'est les boissons chaudes. Ah oui, ça fait tellement du bien. en c'est hiver. vrai. Un bon chocolat Alors, c'est pour ça que j'ai chaud. apporté ma fameuse tasse de Cibo. Oui, c'est tellement bon. C'est ma traite, ça, durant les mois d'hiver, de me faire une petite tisane. Puis c'est écrit ou un dedans thé. du gros bonheur. Du gros bonheur, c'est ça. Alors, les boissons chaudes, les bougies et ce qui nous fait du bien, le chocolat, c'est essentiel. OK, d'accord. Alors, D'accord, c'est l'article qui? que je t'avais envoyé vient du canal Vie et il parle de 6 mesures ou 6 façons de cultiver le hygge. La première, c'était d'accorder une importance... L'importance au petit moment. C'est ça. Tu nous as appris ça tellement de fois, Oui. là. Ah. Mais Oui. c'est toujours difficile, hein, tu trouves? Ouais. C'est difficile, oui, c'est difficile, parce que notre vie va tellement vite, parce qu'on est bombardé de stimulation sur la télé, sur les téléphones, etc. On nous dit constamment qu'on n'est pas assez, on nous dit constamment qu'on a besoin d'autres choses pour être heureux, surtout dans une société capitaliste. Bon, tu as un téléphone qui fonctionne, mais ils disent, le numéro 6, le numéro 7, T'as le pas numéro le 8 est iPhone, sorti. c'est le dernier, là, Exactement. La même chose avec, l'année passée, c'était les manteaux X, qui étaient les manteaux à la mode pour l'hiver, puis là, c'est les manteaux Y. Pourquoi toi, tu l'as pas, en fait? Ça te met une pression, du coup. C'est ça, c'est ça. On se dit toujours, mais là, je suis pas à la hauteur. Hein? Oui, c'est ça. Et donc, c'est d'apprécier les petites choses et les joies quotidiennes. Et donc, les journaux de gratitude, on en a déjà parlé. Et c'est comme ça que moi, j'ai changé un petit peu la circuiterie dans mon cerveau. Ça fait 18 ans maintenant que je tiens un journal de gratitude où je fais, dernière chose avant de m'endormir, je repasse ma journée et je dis, quels sont 5 beaux moments que j'ai vécus aujourd'hui? Puis c'est difficile de trouver ça parce qu'on prend tout pour acquis. Ça, ma belle. Comme ça, ma belle. Non. Okay. Alors, je sais pas, moi, une des numéros 1, c'est justement mon bon café frais le matin que j'ai pas à prendre à la course quand je suis à la maison puis que je travaille à la maison, de m'asseoir avec mon café. La maison est silencieuse. Ça, c'est un des moments que je privilégie. C'est vraiment, ça rejoint le sens de qu'est-ce que tu dis, des petites choses. C'est exactement ça. Et c'est ce que la recherche dit, c'est ce que mon vécu me dit, c'est que ce sont vraiment les petites choses. Et quand on s'arrête assez longtemps pour apprécier justement ces choses-là, comme ma fille qui me dit « Bonne journée, je t'aime, maman », en partant ce matin, tu sais, parce que ça fait tellement partie du quotidien, tu l'entends pas. Oui, c'est ça. C'est une musique qui joue toujours, là, ouais. Pour l'écrire, je dis « Mon Dieu, c'est vrai ». C'est vrai. Ou mon mari qui me donne une caresse en arrivant, ou je sais pas trop. Alors, ces petites choses-là qu'on prend pour acquis sont vraiment, ensemble, la construction du bonheur. Et j'aime bien quand on le dise, là, il faut pas plutôt attendre un bonheur qui est lointain. Oui. On maîtrise pas le futur, là. Et c'est une chose que je pense que j'ai apprivoisée avec toute la recherche que j'ai faite aussi en m'intéressant à ce sujet-là du bonheur, c'est que le bonheur, tu sais, la vie utopique, ça n'existe pas. Mais c'est une accumulation de petits bonheurs. Et ça commence par reconnaître et prendre le temps de savourer le moment présent. Deuxième chose, ça là, j'aime bien. Oui. L'atmosphère et l'ambiance. L'atmosphère. Alors déjà là, on a les bougies, on a le thé. Ils disent que pour les Danois, c'est super important d'avoir un foyer, un feu de foyer. Hein, qu'est-ce que ça fait en hiver? Et d'ailleurs, dans le livre, il décrit comment il s'est créé un coin hyggeligt. Parce que là, il y a des adjectifs. Terme, là, oui, hyggeligt. Et donc, c'est les coussins, les couvertures. Les couvertures douillettes. Se placer devant une fenêtre pour regarder dehors. Alors, toutes les choses qui nous apportent du réconfort. Et d'ailleurs, sur ma chaise de travail, dans mon bureau, j'ai un foulard comme ça, que j'ai tricoté moi-même. Ça aussi, c'est hyggeligt. De tricoter. Parce que c'est comme, tu sais, de juste... C'est du moment présent aussi, oui, là, ça te permet de te connecter. La texture et tout ça. Et donc, tu sais, de s'entourer de choses qui sont confortables et qui t'apportent du réconfort. Puis donc, il faut trouver la manière de faire une bonne ambiance chez toi, parce que c'est là que tu passes le plus de temps. Et d'ailleurs, tu rentres du travail. Tu fais déjà du yoga, je te gâche. Qu'est-ce que tu fais, première chose que tu fais quand tu arrives le soir chez toi? Prendre un bain très chaud. Là, alors, t'enlèves tes vêtements de travail, oui. le maquillage et tu prends un bain très chaud. Oui, le maquillage. Hein? Je pense que toutes les femmes, et je pense que plusieurs hommes, ils ont leurs vêtements préférés, hein, les doudous, les cotons ouatés, les pantalons à taille élastique. Un gros pyjama que je me porte, là, des chaussettes. En plein alors ça, c'est toutes des choses qui font partie du yoga. Mais c'est quotidien, tu vois, on n'en prend pas conscience comme... Non,
Mais c'est ça, d'enlever ton vêtement social, de comment tu transiges dans la vie et de juste dire, OK, je me mets dans du confortable. Ça, c'est vraiment de créer une atmosphère, une ambiance. Ouga. On va parler du troisième point. Ça, là, il faut que tu m'enseignes. Tu nous enseignes. Parce que ça arrive à tout le monde. C'est pas à moi seul. Comme essayer d'être au lieu de se comparer, de vouloir paraître. C'est difficile dans cette société. Oui. On est toujours à l'affût de mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, la voisine? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment ça se fait qu'elle est payée plus que moi? Comment ça se fait qu'elle a une voiture plus à la mode que moi? Comment ça se fait que ses enfants ont l'air mieux peignés et mieux élevés que les miens? Et on est toujours... C'est dans la comparaison qu'on souffre essentiellement. C'est ça, c'est tellement vrai. Parce que être, c'est aussi difficile. Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal, comme tous les humains, à s'asseoir avec nous-mêmes. Oui. On essaie de trouver la faille chez l'autre parce qu'on ne veut pas s'asseoir avec nous-mêmes. Non, tu pourrais être psychologue, c'est vrai. Non, mais je l'ai appris et puis ça m'a fait un déclic là dernièrement, quoi. Il y a 6 mois après que je l'ai... comme OK. Oui. Oui. Et donc, mais c'est un travail d'une vie, j'espère. Oui. C'est un travail d'une vie. Justement, j'en parlais à des collègues hier en psychologie, puis bon, OK, mais oui, mais Sylvie accepte ta situation. Ah, mais non, c'est impossible. Mais vraiment, comment je pourrais dire, la fin de la souffrance va commencer quand j'accepte ce que je trouve inacceptable présentement. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Donc, il faudrait travailler au moins à être... je trouve que ce point 3, là, il rejoint le point 1, le moment présent. Oui. Et d'ailleurs, le psychologue disait un petit peu, tu sais, des façons de faire et des façons de réfléchir qui nous ont servi jusqu'à un certain point. Arrivé un moment. Il y a un moment, tu te dis, OK, bon, d'évaluer les choses de la façon que je l'évaluais il y a 10 ans, ça me fait souffrir maintenant. Est-ce que je pourrais peut-être laisser tomber? Puis ça, c'est quelque chose que tu nous apprends aussi. Ben si le monde est curieux de voir nos chroniques, là, parce que c'est toujours passionnant, ils peuvent le revoir sur sur le Facebook, différentes émissions qu'on a parlé de parce ça. que c'est des conseils qui sont toujours à la mode. D'actualité. C'est ça. Vivre davantage au présent. OK, bien là, on en a parlé toute l'année passée, et c'est le moment présent. Et c'est vraiment de ralentir la cadence. Et j'essaie d'apprendre ça. J'essaie d'apprendre ça et donc, pour moi, de me faire une tasse de thé, c'est vraiment de me permettre de ralentir parce qu'une tasse de thé, tu ne l'avales pas comme un verre d'eau ou un verre de lait. Hein? Alors, tu te réchauffes les mains, tu prends une petite gorgée, tu le déposes. Si tu, justement, pratiques le moment présent, peut-être que tu vas sentir l'odeur parce que moi, j'aime beaucoup des thés au chai, des thés aux saveurs fruitées, etc. Alors, bon, les odeurs sont une façon de prendre le moment présent et juste de comme faire le tour avec tes yeux et, comment je pourrais dire ça? Se recentrer? Oui, se recentrer et de juste choisir la conscience. Et quand je lisais le livre hier, il disait l'environnement, Hugues, c'est justement des matières qui sont très naturelles. C'est le bois, c'est les choses qui sont vintage. Puis là, je regardais autour de moi, dans mon salon, puis je dis hey, je pratique ça déjà! Sans s'en rendre compte, en fait. Oh mon Dieu! OK, là, se dorloter. Là, je veux que tu nous parles de ça. Parce que ça vient avec ça, déjà, hein, se dorloter. C'est quoi, dans le fond? De prendre soin de toi, ça a l'air de quoi? On n'arrive pas à le faire, mais on pense soin des autres. Mais pour moi, prendre soin de moi, c'est prendre un bon bain. OK. Me coucher dans... J'ai une grosse couette, là, qui est à la maison. Quand je suis dedans, je suis comme un bébé. C'est ça. Ou bien, je sais pas, moi. Mais moi, juste ce que j'ai envie de manger, là, c'est se dorloter. Oui. Puis, pas penser à... que je dois faire quelque chose pour quelqu'un, parce que je suis toujours comme ça, en train de penser que je dois faire quelque chose pour quelqu'un. Moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ma carrière. Et là, je suis en train de faire un petit peu une marche arrière. Pas que je vais arrêter de prendre soin des gens, mais... et je parlais de ça à une cliente cette semaine. C'est tellement important de prendre soin de soi parce qu'on est l'instrument à travers lequel on donne des soins. On donne que ce qu'on a. C'est ça. Alors, c'est ça. Si on n'a pas rempli notre réservoir d'énergie, qu'est-ce qui nous reste à donner? C'est ça. Alors, dorloter pour toi, c'est les bains, c'est les couettes. Si tu vas chez Indigo, je sais pas pourquoi je fais de la promotion, mais j'adore les livres, mais Indigo et ailleurs, ils ont des bas de lecture. As-tu vu ça? OK, non, jamais. Et c'est comme des gros tricots avec des petites semelles qui montent jusqu'à tes genoux. Puis là, ça te donne le signal que, OK, là, je me plante avec un bon livre ou une revue et je vais me dorloter. Alors là, maintenant, on va parler de l'authenticité parce qu'il va nous rester pratiquement 1 minute. OK. L'authenticité, ça, là, c'est le défi de tout le monde. Et d'ailleurs, quand je suis venue en octobre, on a parlé du lancement de mon jeu, le Je suis moi, et de découvrir fondamentalement qui je suis. Et des fois, on mélange qui je suis avec qui les gens voudraient que je sois.
Tellement vrai. Tellement vrai. Et comment je fais la différence entre qui je suis, quelle version de moi est la plus confortable, la plus saine, la moins anxieuse, et quelle version de moi répond aux besoins des autres. Et donc, qui je suis fondamentalement, c'est de savoir dire oui à soi, mais de savoir dire non à ce qui ne fait pas du bien. C'est tout simplement ça. Ça sera notre mot de fin. Je pense que si le monde a besoin d'aller te voir, là, ils peuvent juste aller visiter ton site web. Merci beaucoup, Sylvie. T'es bienvenue comme toujours. Voilà, avec cette odeur de bougie, avec ce petit cœur dont on n'a pas parlé, bois, mais oui, c'est juste ça, pour le ça parle de l'amour, hein? L'amour de soi, l'amour des autres. Est-ce que tu as un voyage de prévu bientôt? Non. OK, reste avec nous pour Noël. OK. Oui. Reste avec nous pour Noël. Merci beaucoup encore, Sylvie. Merci, Claude. Et puis, si vous voulez revoir, si vous prenez en cours, que vous avez envie de revoir ce dont on a parlé, la méthode HUG, vous devez juste revoir l'entrevue parce qu'elle était extraordinaire. Reste avec moi parce qu'on se voit après la pause. J'ai une information à vous donner. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandra, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 6 décembre, 19h30, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui à l'émission, on a eu la chance de recevoir Dr Jean Grenier qui va présenter une conférence qui a pour thème « Mais j'ai une maladie physique, pourquoi m'envoyer voir un psychologue ?» Ça sera une conférence très instructive et ouverte au grand public. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller à les entretiens Montfort, donc les entretiens au pluriel, montfort.eventbrite.ca pour pouvoir vous inscrire et pourquoi pas aller voir cette conférence qui s'en vient le mercredi 27 à l'hôpital Montfort. Lundi 25 novembre prochain, nous allons vous présenter une émission spéciale en direct des locaux du droit et consacrée entièrement à cette publication chère aux Franco-Ontariens. Vous allez découvrir l'histoire de ce quotidien qui est plus que centenaire ainsi que les artisans passionnés qui y travaillent. Nous allons discuter bien évidemment de l'avenir du journal et des défis inhérents à une concentration numérique de l'information. C'est une émission spéciale à ne pas manquer et nous espérons que vous serez des notes ce lundi 25 novembre prochain. Ensuite de ça, dans la même semaine, le vendredi 29 novembre, nous allons souligner ici, dans les locaux de TV Rogers, ici entre nous aussi, le premier anniversaire de la manifestation résistance franco-ontarienne. Pour l'occasion, nous avons invité en studio Amanda Simard, Carole Jolet, Soukaina Boutiev, Pierre Jury et plein d'autres intervenants. Alors, je vous invite à suivre cette émission le vendredi 29 novembre prochain. Bon week-end, on se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre.
Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.